Chers amis, bonjour. Nous sommes le 5 décembre 2024. C'est mon troisième entretien. Enfin, techniquement, nous sommes le 6 décembre. Il est 1 heure du matin pour moi à Hong Kong et 18 heures heure française. Aujourd'hui, j'ai pu échanger, bien entendu, sur le sujet de la censure du gouvernement. J'ai échangé avec Éric Minet, conseiller consulaire en Thaïlande, ainsi que Hugues Le Tanche, conseiller consulaire à Riyad et au Koweït. Et maintenant, je suis avec Jean-Philippe Mézoué, qui est conseiller consulaire au Togo. Bonjour Jean-Philippe. Et Bonjour. avec Maurice Portiche, ancien ambassadeur, ancien consul général à Boston, je crois. Donc, tu pourras nous en dire plus. Et normalement, on a aussi Lucas Lama qui va nous rejoindre, qui est conseiller consulaire au Liban et en Syrie. Et voilà, donc dès qu'il peut, il nous rejoint. Bonjour à tous, comment ça va? Tout va bien. Alors, voilà, bon, j'ai une Comment? question très simple aujourd'hui. Je veux juste prendre la température. Je veux que les Français de l'étranger, puisque nous sommes tous Français de l'étranger, puissent s'exprimer, et en fait, qu'on nous donne un petit peu nos opinions, nos analyses. Je veux juste savoir ce que vous pensez de la situation actuelle. Donc, par qui on commence? Peut-être par Maurice? Bon. Ce que je pense de la censure? Quel est ton état d'esprit? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu peux nous dire en 2 minutes? Oui, en 2 minutes. Bon, tout d'abord, personnellement, j'ai été assez surpris que la motion de censure ait été votée, parce que jusqu'à présent, les oppositions n'arrivent pas à s'entendre sur quoi que ce soit contre la politique de la Macronie. Donc j'ai été surpris. Cela étant dit, pour moi, c'est une bonne surprise. Je suis tout à fait d'accord avec cette censure, parce que, en 2 mots, le projet de budget Barnier est une véritable catastrophe. C'est un désastre pour la France. La France se trouve dans un endettement extrêmement grave. Son avenir est en jeu. Et on voit un budget où il y a une augmentation fiscale dans un contexte déjà où la France est champion du monde d'impôts, une augmentation fiscale énorme, et puis rien en matière de réduction de la dépense publique. Barnier dit tout simplement le budget de 2025, les dépenses publiques du budget de 2025 augmenteront 2 fois moins que celles de 2024, et donc à partir de là, il en déduit qu'il a fait des économies. Donc c'est un budget qui est très mauvais pour l'avenir de la France. C'est la raison pour laquelle je suis tout à fait d'accord avec cette motion de cette censure, parce qu'il faut changer de gouvernement, non pas pour changer de gouvernement, changer de gouvernement avec l'espoir qu'enfin on arrivera à mettre en place un véritable budget qui lutte contre l'endettement. Voilà ma première réflexion. On peut en parler plus tard, un peu plus loin sur le plan de manière plus détaillée. Très bien, merci Maurice. Et Jean-Philippe, qu'en penses-tu? On risque de ronronner parce que je n'ai pas un mot ni une virgule à enlever à ce que je viens d'entendre. Donc je suis parfaitement d'accord avec cette censure. Je peux dire même que j'ai eu honte hier, moi qui suis plutôt de la famille LR. J'ai eu honte de voir Wauquiez debout pour une standing ovation à Gabriel Attal. Je pense que voilà, quand on est de droite, cette image-là veut tout dire. Et donc, ça manque un peu plus dans ceux qui ont voté cette censure et ça me rapproche de ceux qui ont voté cette censure. Surtout que Wauquiez, il n'est pas connu pour être du centre des Républicains. C'est pas un jupéiste, quoi. C'est quand même, il est connu pour être à la droite de la droite des Républicains. Et là, c'est quand même très décevant. On reconnaît plus les LR. C'est ça. Et je le vois encore parmi nos amis. Voilà, j'ai encore des amis comme Hugues Le Tanche avec qui j'ai échangé ce matin, qui a ses idées et que je respecte tout à fait. Mais j'ai quand même beaucoup d'amis qui ne soutiennent pas cette motion de censure parce qu'ils disent que ça crée le chaos, parce qu'on ne sait pas qui on va avoir après. On peut avoir pire, on peut avoir le NFP. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, ces arguments? L'argument du chaos, ça fait 40 ans qu'on l'entend sur la scène politique française. Chaque fois qu'un président fait face à des difficultés, c'est toujours la même chose, moi ou le chaos. On est déjà dans le chaos.
on est déjà dans le chaos. Donc, faire la menace du chaos, c'est un peu se moquer du monde. Donc, pour moi, c'est une bonne chose, c'est sûr, je l'ai dit. Et maintenant, mon espoir, mais je crains que mon espoir ne sera pas malheureusement assouvi, parce que ce que j'attends d'un gouvernement de la France dans le contexte actuel, quel qu'il soit, je dis bien quel qu'il soit, c'est de s'attaquer à la dette. Parce que si on ne s'attaque pas à la dette, la France disparaîtra. Elle a déjà concédé, renoncé à tellement de souveraineté en cédant sur l'autel de l'européisme à Bruxelles. Maintenant, il ne lui reste plus qu'une chose, c'est le marché financier international. Si le marché financier international ne veut plus acheter de la dette française, où va-t-on? On sera un pays du tiers-monde. On sera traité comme les États africains. Quand j'étais ambassadeur au Burkina Faso, j'ai vécu la chose en tant qu'acteur diplomatique. J'ai bien vu ce que signifiaient ces réformes structurelles demandées aux pays africains, c'est-à-dire en réalité de les conduire à la faillite au nom des réformes structurelles de Bretton Woods. Et à l'époque, mais je me disais ça en moi-même, c'était une simple réflexion et je me disais, mais ce qui arrive aux Africains, bien, un jour, ça pourrait nous arriver à nous aussi avec l'endettement. Mais je le disais sans trop y croire. Et bien, on y est. Jean-Philippe, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que toi aussi, ta principale priorité, c'est la dette, le budget du gouvernement Barnier? Bon, d'abord, le chaos, il a commencé à peu près avec la trahison du référendum sur Maastricht. Et je pense même qu'on peut dater le début du chaos au virage libéral de Mitterrand de 83, en fait. Donc depuis, c'est un chaos organisé. Macron est l'organisateur récent du chaos. C'est-à-dire que la dissolution, il l'a voulu, il l'a préparée, il l'a organisée. Donc Et nous pourquoi il sommes voulait ça? pleinement dans le Pourquoi il voulait ce chaos? bien. Oui, bien sûr, il y aura un chaos financier, mais là où je rejoins Monsieur l'ambassadeur, c'est que c'est surtout un chaos de la souveraineté française. Donc nous perdons des pans de notre souveraineté depuis des années et nous sommes en train d'aggraver notre dégringolade. Et voilà ce qui m'inquiète. Alors, on dit, comme on a vu, on entraîne en, en, on se finance au même niveau de taux d'intérêt que la Grèce et des pays qu'on considère à l'époque comme étant vraiment à un autre niveau dans l'Union européenne. Maintenant, on est, enfin, je sais pas où on va arriver là. Mais en tout cas, euh, moi je peux dire globalement, le gouvernement Barnier, je pense qu'on aurait dû le censurer dès le début, parce que je pense que ceux qui viennent des LR, mais aussi respectables soient-ils comme Barnier et Retailleau, en fait, ils peuvent rien faire dans ce gouvernement. Donc, en fait, c'est pas les LR qui ont mis la France à cet état qui pourront l'en sortir. Donc, en fait, moi, je sais pas quelle était l'issue de qui peut redresser la France? Où est-ce qu'on peut aller là comme ça? Donc voilà, Maurice, tu me parles d'endettement, donc c'est un sujet qui est important. Mais moi, je parle même de en fait, tout ce qui est insécurité, tout le reste. En fait, Retailleau, par exemple, pendant qu'il était ministre, en fait, quasiment tout ce qu'il a dit, j'étais d'accord. Il a fait de très bonnes propositions pour l'immigration, mais il ne pouvait pas les appliquer dans son gouvernement et tout le reste. Donc moi, de toute façon, je me suis dit depuis le début qu'il fallait censurer le gouvernement. Et donc, je vois mes amis qui sont LR, toujours, ou alors trop sympathisants des LR, qui disent qu'il fallait laisser une chance, etc., laisser un peu de temps. J'ai encore eu dans le groupe WhatsApp ou Telegram, là, même quelqu'un t'a dit, Maurice, il n'y a pas longtemps, qu'il en aurait dû laisser 6 mois de plus à Barnier pour faire ses preuves. Il aurait pu remettre la France dans le droit chemin, quelque chose comme ça. Mais en fait, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont encore, qui se font des illusions, ou alors qui sont trop, on va dire, optimistes sur ce que peut faire des gens comme Retailleau et Barnier dans un gouvernement organisé par Macron.
Donc, je sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire? En fait, ça va au-delà de la dette, tout ça. Bah, la dette, c'est le problème fondamental parce que sans argent, la France devient un État failli. Donc la dette est quand même essentielle. Si on s'y attaque pas, c'est pas la peine de traiter de l'immigration, traiter le reste. D'accord? Donc, s'attaquer à la dette, c'est-à-dire s'attaquer aux dépenses publiques. Or, le budget de Barnier n'est pas sérieux à cet égard. On sait très bien où il faut frapper. On sait, par exemple, si on parle de l'immigration, il y a eu un rapport très sérieux qui a été fait par un magistrat dont je ne me souviens plus son nom. L'immigration nous coûte entre 30 et 40 milliards par an. Là, il y a quand même une marge de manœuvre où on pourrait récupérer de l'argent. On sait par ailleurs aussi, par des rapports tout à fait officiels, que la, la fraude sociale et la fraude fiscale s'élèvent à 30 à 40 milliards également par an. Là aussi, il y a des marges de mal financières où on pourrait aller chercher de l'argent. On sait par ailleurs que les ONG, les associations, nous coûtent 30 milliards par an. Là aussi, on pourrait taper dedans. On sait que l'AME, qui nous coûte 1,3 milliard ou 1,8 milliard par an, on pourrait, dans un contexte exceptionnel dans lequel nous nous trouvons, nous débarrasser de cette générosité. Je ne vois pas au nom de quoi la France doit absolument soigner gratuitement dans nos hôpitaux publics avec l'utilisation des équipements de très haut niveau et très coûteux des étrangers. Ça, c'est quelque chose qui m'échappe complètement. Si on est très riche, d'accord, après tout, pourquoi pas? Soyons généreux, soyons humanistes. Mais là, on ne peut plus se le permettre. Or, même là, Barnier s'est contenté simplement de réduire de 500 millions l'AME. Or, supprimer l'AME eût été un message fort vis-à-vis des Français. Parce que les Français, eux, c'est eux qui payent la facture de cet endettement. Ce sont les contribuables, ce sont les dépenses sociales qui sont diminuées, ce sont les retraites qui sont désindexées, etc. etc. On fait payer au peuple finalement tous les errements budgétaires commis par les politiques depuis 40 ans pour des raisons politiciennes. On sait aussi, par exemple, que le millefeuille administratif, c'est-à-dire toutes les collectivités territoriales, coûte énormément cher. Il faudrait ramener, supprimer un échelon des collectivités territoriales pour faire déjà des économies, rationaliser le fonctionnement des collectivités territoriales. Et je terminerai par un simple exemple, il y en a beaucoup, hein, mais je donne quelques exemples frappants. Je terminerai par un simple exemple. On compare très souvent l'Allemagne et la France. Et chaque fois qu'on compare entre l'Allemagne et la France, ça se fait malheureusement toujours au détriment de la France. Sachons que l'Allemagne, qui est un État fédéral et qui dispose donc d'un gouvernement à chaque Länder, nous, la France, qui est un État jacobin, centralisé, on a 66 millions d'habitants, l'Allemagne a plus de 80 millions d'habitants et c'est un État fédéral. Eh bien, on a plus de parlementaires en France que les Allemands. Il y a un problème qui ne va pas. Il y a un coût de la démocratie qui est totalement excessif. Il faut quand même arriver à un moment où les Français se disent arrêtons, arrêtons, soyons sérieux et ne continuons pas à rêver à pouvoir vivre comme ça sur le dos des autres pays. On n'a pas une économie qui est adossée sur une monnaie de réserve comme le dollar. Les Américains peuvent se le permettre, même si je ne suis pas d'accord avec ça. Mais dans la réalité, c'est qu'ils peuvent se le permettre parce que les gens achètent le dollar. Et donc, ils peuvent vivre sous le dos du reste du monde. Ce n'est pas le cas de la France. Soyons sérieux. Juste, je veux rebondir sur un point. Tu as parlé des retraites, des indexations des retraites. Et ça, d'après ce que j'ai compris, vous me dites si je me trompe, mais c'est la raison principale pour laquelle Marine Le Pen a décidé de voter la censure. Parce qu'elle voulait que le gouvernement renonce à la désindexation des retraites. Mais en fait, ça, si je comprends bien, c'est fait pour limiter le coût des retraites parce que c'est pas indexé sur l'inflation, etc. Donc en fait, si, en d'autres termes, Maurice, tu parles de faire des économies,
le budget, etc. Mais en fait, ce que proposait Marine Le Pen, c'était alourdir encore plus le budget, puisque c'était que les retraites aient plus de coûts. C'est ça ou pas, ou je me trompe? Si, non, tu t'es absolument pas trompé. Ce que je veux dire, et je l'ai déjà je l'ai esquissé dans ma réponse, je veux dire que on ne doit pas faire payer aux Français la facture des errements économiques, budgétaires et politiques de notre classe politique depuis 40 ans. C'est ça que je veux dire. Pourquoi faire payer les retraités qui ont travaillé toute leur vie, qui ont contribué toute leur vie et qui ont droit à une retraite comme tout le monde, parce que c'est le fruit de leur vie de travail, et que cette retraite soit tout simplement indexée sur l'inflation, c'est quand même la moindre des choses. Et pourquoi ces gens doivent-ils payer cela eux-mêmes alors qu'on pourrait diminuer de 10-20 milliards d'euros par an les subventions absolument inconvenantes, des subventions scandaleuses données à des ONG et des associations qui, en plus, œuvrent contre la France? Pourquoi ne pas faire aussi des économies dans la fraude sociale, la fraude fiscale? Là aussi, on peut trouver de l'argent. C'est ça mon raisonnement. Tu Ah, vois on ce est que je veux d'accord, dire? hein. Ok. Alors, est-ce que c'était cette désindexation des retraites, c'était la vraie raison pour Marine Le Pen? Parce qu'il y en a qui disent que c'était à cause de ses affaires judiciaires. Vous en pensez quoi, vous? Bon, d'abord, je peux intervenir. Ouais, vas-y, Je voudrais, quand tu veux. je voudrais compléter, monsieur l'ambassadeur, le livre du magistrat. Le magistrat, c'est Charles Pratt. Oui, merci. Oui, Et il a d'ailleurs rejoint récemment Éric Ciotti dans son nouveau parti. Oui, j'ai vu. Ouais. Il avait d'ailleurs été Voilà. proche de Zemmour à une époque. J'ai entendu parler de lui Voilà. comme ça. Je voudrais rajouter aussi l'excellent livre sur le sujet de Dupont-Aignan, qui a écrit un livre qui s'appelle Rendez l'argent et qui résume bien tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire toutes ces sommes qui s'en vont à droite et à gauche. Je voudrais rajouter aussi la subvention de certains pays dont toi, Marc, tu es bien concerné, puisque nous subventionnons la Chine, par exemple. Mhm. oui, Voilà, nous subventionnons aussi toujours des pays africains qui nous ont tourné le dos. Donc, il y a un moment où il faut arrêter de déconner, hein. Moi, je suis tout à fait d'accord que des pays aient repris leur souveraineté, mais à ce moment-là, il n'y a plus d'aide, puisque on ferme les bases en Afrique, on fait partir au Niger, pratiquement, il n'y a pratiquement plus aucun Français. Il n'y a plus que des Franco-Nigériens qui demeurent. Il Et n'y a il y en même plus de a conseiller des presque. Français étrangers, je crois. Il est parti, l'élu qu'on avait là-bas. Il est au Togo, d'ailleurs. D'accord. Il D'ailleurs, est en au parlant, Togo. pardon, tu disais oui. Il est au Togo? Il est au Togo, il siège avec nous, puisque maintenant les affaires consulaires du Niger sont à Lomé. D'accord. Parce que c'est pour des raisons géographiques, c'est proche. Voilà. Par contre, puisqu'il faut trouver un point de désaccord entre nous, alors oui, il fallait sanctionner le budget, c'est clair. Par contre, que ça soit Barnier ou Le Cornu ou Retailleau, ça ne change pas grand-chose. Donc oui, on aurait pu attendre pour une censure au mois de juin. Comme ça, on retournait peut-être vers des législatives. Ça pouvait redessiner un paysage politique. Là, à mon avis, que Macron annonce ce soir un Le Cornu, un Retailleau, ou alors ma plus grande crainte, un socialiste, ça va pas changer grand-chose. Là, tu parlais de la Chine, Jean-Philippe, c'est une bonne remarque. Pourquoi est-ce qu'on finance encore la Chine? Maurice doit savoir. Je me suis toujours posé la oui. question. C'est parce que c'est des Alors, règles, c'est des quotas, c'est des seuils, c'est ça? non, c'est une affaire qui est vraiment d'une stupidité, d'une absurdité plutôt, étonnante. C'est l'AFD, l'Agence française de développement, qui chaque année subventionne plutôt la Chine à hauteur de 340 millions d'euros, je crois, si je me souviens bien, ou 380 millions d'euros, c'est de cet ordre-là, dans le cadre d'une politique visant à aider la Chine à, euh, à assurer sa politique vers la transition énergétique. Tout ça, c'est encore les billevesées des Verts. Euh, et
dans le cadre de l'OMC, et c'est là où c'est totalement absurde, la Chine, comme vous le savez, a intégré l'OMC en 2001. Dans les textes de l'OMC, la Chine apparaît toujours comme un pays qui doit bénéficier des avantages de la nation la plus favorisée. Alors que depuis 2001 jusqu'à 2024, elle est devenue maintenant, sinon la première, du moins la deuxième puissance économique et financière mondiale. Autrement dit, il y a un statut administratif qui lui a été accordé à l'OMC, qui n'a pas été modifié, et sur la base de ce statut et dans le cadre d'une politique verte, que je déplore. Maintenant, les politiques vertes, on commence à comprendre la catastrophe que cela crée pour la France et même pour les économies européennes. Eh bien, l'AFD continue à balancer 340 millions par an à la Chine dans le cadre de ce programme. Ah, mais pourquoi le Bon, statut n'est pas modifié? C'est à cause de ces critères verts? non, le statut la clause de la nation la plus favorisée n'a rien à voir avec le pacte vert. D'accord. Okay, mais les 340 millions sont versés au titre de la Chine considérée comme, comme ayant le statut de la nation la plus favorisée dans le cadre d'un programme vert. Mais Tu vois pourquoi ce que c'est je pas veux dire? modifié? Oui, mais pourquoi c'est pas modifié? Ça devrait pas être le cas. Bah, il suffirait le président de la République, le ministre ou le ministre des Affaires étrangères décide que la politique d'aide au développement de la France, il n'y ait plus lieu de financer la Chine. C'est une décision que l'on peut prendre à tout moment, que Barnier aurait pu prendre d'ailleurs dans son budget. Mais pourquoi il l'a pas fait? Ben, pourquoi il a Intéressant. fait? Parce que personne ne veut tailler sur les dépenses. Personne, c'est ça la vérité. Tout le monde a peur de tailler sur les dépenses, d'avoir des répercussions par-ci, d'avoir des répercussions par-là, d'être désagréable, etc. Alors, augmenter les impôts, c'est facile, puisque la France, les Français, ce sont les contribuables les plus dociles qui soient dans le monde. On appuie sur le bouton et l'argent arrive. C'est ce qu'il y a de plus facile. On fait payer aux contribuables français les factures des errements, je me répète, politiques, économiques et financiers depuis 40 ans causés par nos politiciens. Bon, maintenant, on fait quoi alors? On va où? C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Philippe, Ce au qu'il nous niveau? faut, des législatives anticipées, parce que, comme monsieur l'ambassadeur, je ne crois pas du tout à une démission de Macron. Donc, des législatives avec, j'espère, une majorité claire qui permette à un futur gouvernement de gouverner comme ils l'ont. Mais on peut pas en avoir avant juillet. Eh oui, Du coup, on est un peu bloqué avec un statu quo. Il va rien se passer pendant quelques mois, à part des insultes, de la politique politicienne. C'est un peu on est un à peu mon avis, on paralysé va là. voir encore deux ou trois gouvernements se faire censurer et on arrivera doucement aux législatives. Oui, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution et il n'y aura pas le chaos que certains prétendent qu'il y aura parce qu'on ne peut pas avoir une situation politique plus chaotique que celle qui existe aujourd'hui. Mais sur le plan budgétaire, je reviens toujours sur cette question-là. Sur le plan budgétaire, ce ne sera pas chaotique dans la mesure où si les différents gouvernements n'arrivent pas à mettre en place un budget 2025, ben c'est le budget 2024 tout simplement qui va être conduit, point final. Et on ira ainsi jusqu'en juillet pour les prochaines législatives. Je ne vois pas où est le problème, franchement. Le budget 2024, pour mauvais qu'il soit, il est meilleur que celui de 2025 de toute manière. Exactement. Si on a un Premier ministre de gauche, ça vous inspire quoi? Lucie Casté ou autre? Si Lucie Casté est désignée comme première ministre, elle aura une durée de vie très limitée aussi. On va vers la quatrième République. La quatrième République, vous vous souvenez, les gouvernements changeaient de semaine en semaine, voire même quelquefois de 24 heures en 24 heures. On peut jouer ce petit jeu-là. Hein.
La Belgique peut vivre pendant 6 mois sans gouvernement, le pays ne s'est pas écroulé. Les Même Pays-Bas, plus, je c'est la crois, même non, chose. 2 ans ou plus. Oui, ou 1 an, 2 ans, je ne sais plus très bien, quoi. Le pays ne s'est pas écroulé, il a continué à fonctionner. Les Pays-Bas restent pendant des mois sans gouvernement parce qu'il est tout à fait normal que les forces politiques se concertent entre elles, etc., pour mettre en place un gouvernement de coalition qui soit viable. Et donc, on reste pendant des mois sans gouvernement, ça ne pose pas de problème. Il faut que les Français s'habituent à cela parce qu'au fond, ils sont responsables de cela. Les dernières élections législatives, le piège du Front républicain leur a été tendu encore une nouvelle fois. J'espérais qu'ils n'allaient pas tomber dans le piège, mais non, ils sont encore tombés dans le piège. Donc, nous avons le créateur génial du chaos qui est le président de la République, et deux, nous avons un corps électoral qui est complètement stupide pour tomber à chaque fois dans le piège du Front républicain. On en est là maintenant. Il faut assumer. Est-ce qu'on va en sortir? On peut en sortir ou pas? Ça, je suis pas En prêt. France, en France, on peut en sortir. Chez les Français de l'étranger, j'en doute. Pourquoi? Oui, parce qu'on est tellement macroniste et gauchiste chez les Français étrangers. Oui. Après, il peut y avoir du changement, on va dire étape par étape. Il y a beaucoup d'abstention. Voilà, donc prochainement, il y a les consulaires et les sénatoriales. D'ailleurs, qu'est-ce que tu vas faire, Jean-Philippe? D'ailleurs, tu es où là? Parce que pas mal de gens vont se demander. Tu as dit que tu étais LR à une époque. Maintenant, aux prochaines étapes, est-ce que tu vas te présenter? Quel est ton engagement? Quel parti tu Alors, vois? Où est-ce que tu vois la lumière? je ne pense pas me représenter pour les consulaires. J'ai déjà fait 2 mandats, j'ai fait le tour de la question, ça va. Maintenant, pour le moment, je suis toujours un LR orphelin, quoi. Je suis un des rares seguinistes, souverainistes orphelins. Voilà. Donc, je suis en train de voir. Il est clair qu'avec ce que j'ai vu hier, je ne pourrais pas rester longtemps sympathisant LR. Donc, je vais me retrouver ailleurs, je ne sais pas encore où, pour d'autres fonctions. Qu'est-ce que tu penses de Ciotti? Tu n'es pas dragué par lui parce qu'il y en a pas mal qui, apparemment, ils appellent tout le monde là, chez les Français à l'étranger. J'ai pas mal d'amis qui sont chez Ciotti. Ben, je suis en train de regarder chez Ciotti. Je trouve qu'hier, il a formidablement bien parlé. Mhm. Il a fait référence aux lignes rouges qu'avaient tracées les Républicains et elles ont toutes été franchies par le budget Barnier. Ça n'a pas empêché les Républicains qui restent de voter contre la censure. Donc je regarde chez Ciotti. Si Ciotti me propose un RPR comme on connaissait avant, Bon, c'est le but. je rejoindrai Ciotti. Il en a fait un petit peu le marketing. Il me semble, il a parlé de Oui. De Gaulle pas longtemps. Qu'est-ce que tu penses, toi, Maurice de Ciotti? Est-ce qu'il peut être l'avenir chez les Français étrangers, puisque maintenant on parle, on va dire, un petit peu de concrètement, si on peut faire avancer les choses chez les Français étrangers? Tu sais, si on parle de politique intérieure française, bon, moi j'ai donné. J'ai donné parce que je suis un militant du RPR depuis le début du RPR. Et donc, comme quelqu'un qui a donné et qui a, comment dirais-je, été très, très déçu pour le moins, je pense que la scène politique française actuelle n'est pas en mesure de faire face aux défis immenses auxquels la France se trouve confrontée, quels que soient les partis politiques. Bien sûr, j'exclus, évidemment, je ne parle même pas du NFP et LFI, qui pour moi c'est l'horreur, c'est l'anti-France parfaite, mais je crois que, c'est une opinion purement personnelle, hein, je crois que le monde est en train d'évoluer, surtout avec la victoire de Trump.
cela devrait induire des changements politiques considérables en Europe dans les années qui viennent en termes de clivage politique. Le clivage politique gauche-droite, on le voit bien en France déjà dès maintenant. Dès lors qu'on se dit de droite, on a des difficultés d'exprimer de quelle droite on est. Vous voyez, la gauche, c'est pareil. Quand on est de gauche, quelle gauche on est? Tout simplement parce qu'il y a une crise fondamentale dans la notion de droite et gauche au XXIe siècle. C'est une notion du XIXe, du XVIIIe siècle. Ça n'existe plus. L'enjeu aujourd'hui, c'est le clivage souverainiste et mondialiste. Nation contre le monde. C'est ça le vrai clivage. Et on le voit dans certains pays européens qui commencent à surgir, n'est-ce pas? En France, on en est toujours à droite-gauche, comme si la lutte des classes existait toujours, etc., etc. On est dans un monde politique complètement déclassé. Personne n'a suffisamment de hauteur. Et ceux qui ont un peu de hauteur, comme NDA, Nicolas Dupont-Aignan, comme Asselineau, comme Philippot, des personnalités comme ça, hein, eux, ils se situent véritablement dans ce clivage entre souverainistes et mondialistes. Le problème, c'est que les idées ont des difficultés à passer parce que ce sont des idées qui sont fondamentalement rejetées par la classe politique globale et par les médias. Mais pour moi, c'est là l'avenir. C'est pas ailleurs. À quoi ça sert de nommer, d'élire un président de la République s'il doit prendre ses ordres d'une part à Bruxelles et à Washington? Il est devenu, le président de la République française, il est devenu un gouverneur d'une région française. La France est une puissance nucléaire. Elle n'est pas écoutée. Elle devrait l'être sur le plan international. Elle n'est pas écoutée parce que tout le monde sait, la Chine, la Russie, le Brésil, même les États africains, bien sûr, le savent, que la France n'est plus un État souverain et que lorsque le président de la République s'exprime, il n'y a pas de poids politique et stratégique derrière. Notre bombinette, elle est entre les mains des Américains depuis qu'on est au sein de l'OTAN. On n'est plus du tout un État tel que je l'ai connu quand j'étais jeune. Un État souverain, un État puissant, une économie, c'était la quatrième économie mondiale quand j'étais étudiant, une culture qui était très très reconnue et demandée dans le monde entier. J'ai été conseiller culturel pendant 8 ans et j'ai vécu 8 années de rêve où, dans mes postes respectifs, la culture française était aimée, respectée, la langue et tout. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est fini tout ça. Donc, il faut recouvrer notre souveraineté pour exister à nouveau. Il faut le Frexit. Ah ben, évidemment qu'il faut le Frexit et il faut sortir de l'OTAN. Ouais, après, c'est clair que le problème, je pense que la plupart des politiques sont contre parce qu'ils pensent que l'opinion est contre. Donc, tout le monde est un Non, petit peu ils sont opportuniste. contre, pourquoi? Parce qu'ils ont le vertige de la liberté. Ils ont tellement peur de prendre des responsabilités. Ça fait 40 ans qu'ils ont appris à ne pas prendre de responsabilités. Vous avez vu ce balai incessant? Oui, oui, on va faire ça. Puis après, à Bruxelles, on dit le contraire. Ah ben oui, mais vous voyez, on ne peut pas le faire parce que c'est Bruxelles qui nous a dit non. Ça fait 40 ans que le balai dure. Et plus ça va, plus ça continue à devenir de plus en plus grave parce que Bruxelles accumule de plus en plus de compétences que Bruxelles ne doit pas avoir. Quand je pense que la politique étrangère, maintenant, c'est Bruxelles, la politique militaire, et maintenant, c'est Bruxelles, mais c'est quand même absolument incroyable. Alors, évidemment, ces gens-là ne veulent pas que ça change, c'est tellement confortable. Ils sont hyper bien payés, ils vivent sur le dos de la République, vraiment, ils sont gavés, et en plus de ça, ils n'ont pas de responsabilité. Les seules responsabilités qu'ils ont sont des réformes sociétales. La belle jambe. Bon, même sur les réformes sociétales, il y a des progrès à faire dans tout l'Occident, en France. Donc, Oui, mais enfin, je veux dire, ça fait une belle jambe d'avoir de faire des réformes sociétales sur lesquelles d'ailleurs on a discuté, si par ailleurs la France disparaît. hmm. Alors maintenant, disons qu'on n'a Je peux rien, on n'a pas de... intervenir, je peux Oui, intervenir sur le quand sujet. tu veux, hein, c'est une discussion assez informelle maintenant. Parce qu'alors là, j'ai bu du petit lait. On partage exactement la même vision. Mhm. Et je repense à Philippe Seguin qui Ah, pronostiquait que la France deviendrait le Dakota du Sud
C'est ce qu'on est en train de devenir. Philippe Voilà. Séguin, voilà. Voilà. Tout est Par dit. contre, ce qui est intéressant, c'est l'effet Trump. Quand on regarde, par exemple, ce qui se passe en Roumanie actuellement, avec un candidat absolument pas prévu qui arrive au premier tour, quand on voit ce qui s'est passé en Moldavie et tout le poids qu'ils ont mis pour qu'elle revienne dans le giron des Européens, quand on voit ce qui est en train de se passer en Géorgie, c'est un peu la même chose. Voilà. Et moi, ce qui m'a fait froid dans le dos, c'est la question qu'on a posée à Lula du Brésil sur le Mercosur. On lui a dit, mais la France va s'opposer au Mercosur. Il a répondu, mais on s'en fout. C'est pas la France qui décide, c'est Van der Leyen. Donc voilà, tout est résumé là-dedans. Voilà. Donc, nous avons perdu notre souveraineté. On est en train de voir jusqu'à quand on subsiste avant d'être le Dakota du Sud, comme je l'ai dit. Voilà. Bon, alors comment on se sort de tout ça? Parce que bon là, on va dire les prochaines échéances, ce serait peut-être des législatives cet été s'il y a une dissolution. Si on fait quoi? On soutient les souverainistes. C'est quoi la solution? En tant que à notre niveau, français de l'étranger et au niveau national, c'est quoi la stratégie? Ou alors se dit bon c'est bon, de toute façon c'est mort, on reste à Tu l'étranger, on suit peux, à peine la politique. tu peux arriver à avoir un jour dans nos discussions un certain Pierre-Yves Rougeron, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, Oui, bien oui, oui, sûr. tout à fait. Ben, j'ai fait l'interview avec lui. Ah bon? T'as pas vu? Ben, Ah, je le ferai une. Je qui t'enverrai est la vidéo. vraiment, voilà, qui est vraiment un gaulliste souverainiste que j'aime beaucoup. Ben, il était sur la liste de Philippot aux européennes, c'est pour ça que je l'ai interviewé aussi. Voilà. Voilà, ben, je le trouve brillant. Et ben voilà, le problème, c'est que le concept souverainiste, il est pour le moment ultra minoritaire parce qu'on a fait croire à tout le monde que sortir de l'Europe, c'était le chaos. Bon, le chaos, on y est. On nous a dit que l'Europe, c'était le développement et la paix. Il n'y a plus de développement, il n'y a plus de paix. Donc, on en revienne à la nation. Quand tout est perdu, il nous reste la nation. Mais est-ce qu'on pourrait quand même rester dans l'Europe et la réformer de l'intérieur, comme ce que veut normalement Reconquête, RN? Moi, je n'y crois pas. D'ailleurs, Maurice, tu as été toi-même candidat sur la liste de Marion Maréchal. Tu n'as pas été candidat sur la liste de Philippot. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, bien sûr, parce que je ne connais pas Philippot. J'ai été sur la liste de Marion Maréchal parce que sur le plan de l'Europe, j'ai porté une contribution intellectuelle sur ce qu'il était possible ou nécessaire exactement de faire pour changer de l'intérieur cette Europe. Il vaut mieux le Frexit parce que c'est plus radical, c'est sûr. Pour des raisons électorales, comme tout le monde estime que les Français ne veulent pas du Frexit, donc il faut faire attention et ne pas acclamer le Frexit parce que c'est l'échec électoral patent. Donc j'ai fait toute une série de propositions qui, maintenant, je le sais, ne sont pas retenues parce que on peut décliner secteur par secteur tout ce que l'on peut faire au sein de l'Union européenne pour que la France recouvre sa souveraineté sans sortir de l'Europe, sans sortir de cette Union européenne, plus exactement, et la faire évoluer. Ce n'est pas impossible, parce que le général de Gaulle pratiquait la politique de la chaise vide, d'accord, pour faire évoluer les choses. Ce n'est pas impossible, mais il faut avoir énormément de courage politique que nos gens n'ont pas. Par exemple, je propose pour l'immigration, tout le monde reconnaît que dans le débat franco-français en matière d'immigration, tout le monde dit, bah oui, mais même si on décide ceci, le Conseil constitutionnel va nous l'interdire parce que le Conseil constitutionnel se réfère à la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle se réfère à la Cour européenne de justice. Donc, on a perdu notre souveraineté juridique. Bon, moi, je propose de sortir de ces cours européennes. Bien, c'est pas grand-chose dans le droit international, c'est un domaine que je connais un petit peu vu ma carrière professionnelle. Un État peut céder sa souveraineté en devenant membre d'une cour internationale, mais le même État peut aussi récupérer sa souveraineté parce que ce n'est qu'une souveraineté concédée, ce n'est pas une souveraineté qui est donnée ad aeternam à la dite cour. Donc la France peut très bien dire, bon, tout ça, ça suffit, on veut maîtriser notre immigration,
on veut recouvrer notre souveraineté juridique, et donc on sort de ces cours. Et du coup, le Conseil constitutionnel n'a plus la possibilité de se référer à ces cours. Et on n'a pas besoin de faire une réforme constitutionnelle, faire un référendum, etc. Parce que quand on parle de réforme constitutionnelle ou de référendum pour modifier les compétences du Conseil constitutionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas possible. Parce que personne ne veut du réforme, d'un référendum. Donc, c'est en fait botter en touche. Alors que la solution, c'est sortir des cours. Bien. Eh bien, Reconquête n'ose pas faire cela, par exemple. Mais il y a aussi d'autres sujets au sein de l'Union européenne sur lesquels on peut vraiment récupérer une part de nos souverainetés. Déjà, la politique étrangère. Ça est inadmissible, inadmissible de laisser Van der Leyen parler au nom de la France. Donc la France doit parler à son nom, point final. Sur le plan de la politique militaire, c'est la même chose. Et donc il faut sortir de l'OTAN et il faut redevenir ce que nous étions avant 2008, la date à partir de laquelle Sarkozy nous a mis dans cette situation difficile. Donc ça, c'est des choses qui demandent du courage politique. Mais c'est possible de le faire. De Mais je sorte. n'entends aucun homme politique, en dehors des trois mousquetaires qu'on vient de mentionner, qui ont le courage de l'exprimer. Or, eux, ce sont les politiques mainstream, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, tu dis 2008, tu parles du commandement militaire intégré. Tu veux, Commandement militaire tu veux intégré. sortir de l'OTAN, du commandement militaire ou de Oui, l'OTAN, tout oui, il l'OTAN? n'est pas question de sortir de l'Alliance Atlantique. L'Alliance Atlantique, c'est une alliance diplomatique. Les organismes militaires intégrés de D'accord. l'OTAN, c'est l'instrument militaire mis au service de l'alliance diplomatique. La France doit conserver, en tant que seule puissance nucléaire européenne, doit conserver sa souveraineté nucléaire, comme l'a voulu le général de Gaulle, comme les Français, les contrôles français ont payé par leurs impôts la création de cette force nucléaire, et on ne peut pas la brader, et encore moins la mutualiser comme le propose Macron. C'est une trahison à l'égard du peuple français et à l'égard de la nation. Même chose pour le siège du Conseil de sécurité de l'ONU, etc., etc. Il y a pas... Exactement, Ouais. exactement. Ok. D'autres commentaires, Jean-Philippe, au sujet voilà, cette censure sur autre chose. Sinon, c'est pas mal. Ça fait déjà peut-être trois quarts d'heure qu'on est là. Bon, je pense qu'on a raté Lucas. Je sais peut-être qu'il a Oui. oublié l'heure. Donc, on peut conclure sur ce que vous voulez, hein. Ben, Comment... comme d'habitude, moi, le problème, c'est qu'on est en accord. Donc, il n'y a pas de Oui, sujet de mais c'est pour débat. ça, moi, je voulais que Lucas vienne parce que lui, justement, il est LR, je voulais qu'on échange un petit peu. Oui, Parce- ou alors Hugues, parce que je suis sûr qu'Hugues a un avis différent. Attends, je l'appelle. Oui, il a un avis, ben, je l'ai eu ce matin. Lui, il me parlait, il me disait, ça m'a surpris d'ailleurs parce qu'en fait, Hugues a parrainé Éric Zemmour. Et il a dit ce matin que c'était surtout pour la démocratie, etc., etc. Et ce Oui, matin, il a eu des termes qui me semblaient beaucoup plus centristes que je l'imaginais. Je ne sais pas s'il y a une stratégie derrière, je pense pas. Mais en fait, il me disait ce matin, ça m'a surpris, il m'a parlé des extrêmes. Il m'a dit, oui, censurer, ça sert à rien si c'est pour mettre des extrêmes au pouvoir, que ce soit la gauche ou même le RN. Donc, je lui demandais, c'est quoi l'extrême? Qu'est-ce que c'est que l'extrême? Donc, il me parlait de, ouais, de la politique économique, de trop de dépenses, etc. Bon, pourquoi pas? Mais voilà, moi, il fait partie En fait, on a pas mal d'élus des Français étrangers. Je sais pas si Jean-Philippe, tu as échangé avec pas mal d'autres collègues, mais ils sont beaucoup, beaucoup à être sur la philosophie de ne pas faire trop de vagues, de ne pas faire de l'agitation, du chaos. Et encore aujourd'hui, il y a quelques heures, j'avais à 10 heures du matin, heure française, on a eu un échange en visio avec le nouveau député, mais qui dit du coup, qui ne sera plus député dans un mois, parce que c'est lui qui remplace Anne Jonté, qui est devenu ministre de l'Éducation nationale. Mais du coup, le mandat va prendre fin dans 30 jours, donc j'ai appris qu'il lui reste que 30 jours. Donc voilà, mais j'ai vu que la plupart des gens qui étaient de la Réunion étaient, voilà, ils disaient, oh, mais c'est quoi cette censure, c'est quoi ce chaos? Tout le monde est toujours dans cette philosophie de la bienveillance, de donner une chance au gouvernement. Voilà, tu vois ça n'a pas changé chez les Français de l'étranger. Alors, le problème,
Moi, j'ai été élu dans une circonscription Togo-Ghana, que doit connaître donc monsieur l'ambassadeur qui était au Burkina. On est juste en dessous. Donc Togo-Ghana, qui est une circonscription quand même très à gauche. Et j'ai été élu en gardant mes idées, alors certes affilié à aucun parti, mais tout le monde sait que je suis de droite, hein. Donc mes chers amis qui pensent que le corps électoral des Français de l'étranger est essentiellement LFiste et macroniste, oui, alors ils veulent pas de vague. Le problème, c'est que tout change et tout change très vite. Donc, avec la situation internationale, déjà, on a vu des pays comme Dubaï et le Liban, qui avant votaient plutôt à droite, sont passés LFI par soutien pour la situation au Moyen-Orient. Par communautarisme. Voilà. Donc, les choses peuvent évoluer très vite. Et je pense qu'il faut être fidèle à ses opinions. Enfin, moi, c'est toujours ce que j'ai fait. Tout le monde me connaît pour ça. Plutôt que de rechercher un corps électoral qui disparaît petit à petit, parce que les macronistes, même chez les Français de l'étranger, il va bientôt falloir les compter. Nous sommes en fin de règne et on va passer à autre chose, hein. Donc toi, Voilà, tu penses donc, que c'est la gauche qui va devenir majoritaire chez les Français étrangers? Même, alors je pense que dans un premier temps, LFI va tirer les marrons du feu, oui. Mais qu'après, quand on va montrer, expliquer aux Français de l'étranger qu'ils perdent, en fait, on paye des CSG, CRDS à l'étranger, on perd des contacts consulaires, voilà, maintenant tout est numérisé, il n'y a plus de contact physique, les ambassades se bunkérisent. Si on continue dans la voie de, de l'Europe, on n'aura bientôt que des ambassades européennes, on n'aura plus d'ambassades françaises. Donc les Français ont plus à y perdre qu'à y gagner et vont être dans une dilution complète. Voilà, je pense que ceux qui ont vécu récemment les problèmes du Niger, etc., ça m'étonnerait qu'ils soient toujours très enthousiastes pour soutenir la politique de Macron. hmm, bon, vague, Donc, vague. soyons fidèles à nos idées. Il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire pour remettre la France au centre des enjeux, au centre des préoccupations, mais c'est une nécessité. On en est à un point où soit on accepte de disparaître, soit on réagit. Ça sera ma conclusion. Merci Jean-Philippe. Maurice, est-ce que tu as un dernier commentaire, un point que tu veux? Je partage très très largement ce qui vient d'être dit. Euh, J'ajouterai simplement un point, c'est que il est clair qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, la France a perdu beaucoup de, de son propre destin. La France n'est plus tellement maîtresse de son propre destin. Et plus ça continue ainsi, et plus ça sera aggravé. Et par conséquent, mon sentiment est que si sursaut il y a, ça viendra de l'extérieur. Ce sera des forces exogènes qui imposeront à la France de changer parce que c'est devenu un pays fondamentalement conservateur à tous les égards. Les forces exogènes, quelles sont-elles? Il y en a trois. Première, c'est l'effet Trump. On va voir. Quand il va arriver au pouvoir en janvier, au bout d'un an, ce qui va se produire sur le continent européen, sachant que chaque fois que les États-Unis font quelque chose, il y a des répercussions en Europe qui arrivent plus tard. Donc l'effet Trump est un effet auquel il faut s'attendre. Et j'espère qu'il sera positif. Le deuxième, c'est l'effet Poutine, c'est-à-dire la fin de la guerre en Ukraine. La fin de la guerre en Ukraine en 2025, je pense que ce sera plié d'une manière ou d'une autre. La Russie vaincra. Poutine sera le vainqueur. Il, il, il posera ses conditions. Aujourd'hui, on écoute des choses complètement aberrantes. L'Occident est en train de perdre, Kiev perd sur le terrain, et l'Occident et Kiev veulent imposer ses conditions, leurs conditions. Donc ça, tout ça, ce n'est que du blablabla journalistique. Donc, Poutine aussi, mais il y aura un effet Poutine. Quel effet Poutine aura-t-il sur l'Union européenne? Certainement qu'il y en aura un. Pourquoi? Pour la bonne raison que on a vu au travers de ce conflit depuis maintenant une troisième année,
que l'Union européenne, qui devait être une force de paix, est devenue l'ennemi de la Russie. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau que l'on ne prend pas suffisamment en considération. Mais les Russes le prennent en considération. Ils n'accepteront pas de vivre, de cohabiter avec une Union européenne constamment hostile à la Russie. Donc il va y avoir des changements, lesquels je n'en sais rien. Bref, mais il y aura des effets. Et troisième effet exogène, ce sont les BRICS. Les BRICS, c'est quand même le reste du monde. Le reste du monde nous observe, observe l'Europe et se rend compte à quel point l'Europe est en train de dérailler. Au sein de l'Europe, ils observent la France, qui pendant longtemps était, sans être excessivement cocorico, mais enfin bref, on a été quand même, pendant un certain moment, un phare en Europe, sur le monde. Tous ces gens-là nous observent aujourd'hui et voient avec apitoiement l'écroulement, l'écroulement économique européen, l'écroulement donc plus de prospérité, plus de paix et plus de puissance non plus, parce que l'Europe est devenue impuissante et la France est entraînée dans tout cela. Donc, à mon avis, les changements viendront de l'extérieur. C'est ça ma conclusion. Super, mais merci à tous les deux. Et voilà, on reste en contact pour les prochaines actualités. C'est comme d'habitude, si vous avez des sujets à aborder, n'hésitez pas à me contacter. Et le message est aussi pour les autres élus et responsables politiques des Français de l'étranger, parce qu'on ne parle pas assez des Français de l'étranger et de leurs engagements. À très vite. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Salut, Bye bye. bonne soirée à tout le monde.